Donc bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau webinaire de l'école Grayscott. Donc là, on va parler de Rust et de calcul sur GPU avec Rust. Donc pour rappel, c'est une école qui va avoir lieu du 1er au 12 juillet 2024. Les inscriptions sont déjà ouvertes. On a déjà une bonne vingtaine de personnes inscrites. Donc comme on est limité à 32 places, si vous voulez vraiment venir à Annecy, dépêchez-vous de vous inscrire. En termes de contenu, on va parler d'architecture CPU et GPU sur plein de langages, donc C++, Rust que vous allez voir aujourd'hui, Fortran et Python. On va aborder des solutions comme Sickle, comme CUDA, OpenACC, des compilateurs comme NV Fortran, G++, NVC++. On va faire pas mal de technologies différentes, donc de NumPy à Legate en passant par TensorFlow, PyTorch, Qmeric, JAX et ce genre de choses. Et aussi pas mal de profileurs mémoire, profileurs de calcul. Donc on va vous faire pratiquer sur à peu près toutes les technologies qu'on va présenter, comme ça vous allez voir comment on utilise ces outils dans tous les cas. Donc il y a trois modalités d'inscription. Donc comme j'ai dit, il y a déjà une modalité. Donc à Annecy, il y a déjà pas mal de personnes inscrites. Donc si vous voulez vous inscrire, dépêchez-vous. En distanciel, donc on a des sites satellites. Donc il y a une dizaine de sites satellites pour le moment. Donc je ne vais pas tous les reciter. Vous avez toute la liste sur le site de l'école. Et en distanciel, vous pouvez vous inscrire aussi. Donc là, ça sera un live sur YouTube et vous pouvez suivre ce que vous voulez, comme vous le voulez. Vous n'aurez pas forcément accès aux ressources de calcul qu'on va vous mettre à disposition au lab et dans le site satellite, mais bon, ça peut déjà permettre de faire des choses. Et sur ce, je donne la parole à Adrien, qui va vous montrer que il y a des choses qui sont bien plus bas niveau que ce que pouvez penser croire. Oh, y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que ça, mais aussi, entre autres. Mais donc du coup, merci Pierre. Donc ce webinaire, c'est la partie 2 du webinaire que j'ai fait avant où j'essayais de motiver pourquoi on utiliserait Rust, qui est un langage relativement récent pour des tâches de calcul. Et là, je voudrais montrer un peu plus maintenant dans celui-là comment ça marche. Alors on va commencer par le Hello World du calcul, la boucle. Donc une boucle simple sur des entiers en Rust, ça se fait comme ça, for nombre de variables d'itération dans un intervalle. Et puis j'affiche les différents éléments et voilà, ça marche. Ça me fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc quelques remarques. Cette syntaxe, qui est celle que vous verrez le plus souvent pour itérer sur les entiers, c'est un intervalle fermé à gauche, ouvert à droite, comme le range de Python. Il y a d'autres types d'intervalles qui sont disponibles selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez avoir des intervalles fermés des deux côtés, vous pouvez avoir un intervalle infini qui commence à une certaine valeur et qui continue ad vitam, etc. Les intervalles dans Rust ne servent pas qu'à itérer sur des entiers, même si c'est leur principale fonction. L'API permet d'avoir toutes les combinaisons de bornes fermées, ouvertes et infinies à gauche et à droite, et les bornes n'ont pas besoin d'être entières. Ça peut aussi être des flottants, par exemple. Je voudrais descendre un peu sous le capot, cependant, et en fait vous montrer que cette boucle-là que vous avez écrite, avec la syntaxe for, en fait, derrière, le compilateur va la décoder en une forme plus bas niveau. Il va dire, on construit un itérateur à partir de l'objet qui a été spécifié en entrée, donc 0.5, l'intervalle de 0 inclus à 5 non inclus. Et après, il va itérer sur cet itérateur comment, en fait, il va appeler la méthode next et vérifier si ça retourne un élément. Alors, qu'est-ce que ça nous gagne de savoir ça? Bah, c'est qu'en fait, on réalise que c'est pas limité aux intervalles entiers comme en Pascal, quoi. On peut passer en paramètre d'une boucle for n'importe quel objet itérable, et on peut avoir aussi accès à un type particulier d'objet itérable, c'est l'itérateur, et donc on a accès à l'API des itérateurs, qui en Rust est assez puissante. L'un des trucs qu'on peut faire avec un itérateur en Rust, en fait, c'est les itérateurs ont des méthodes qui permettent à leur tour de produire d'autres itérateurs. Et de cette façon, en fait, on peut modifier l'itération. Par exemple, là, donc, je travaille sur l'itérateur qui part de 2 et qui va à l'infini. Je fais des pas 3 par 3. Je passe le premier élément de l'itérateur résultant et j'en prends 4. Et après avoir fait tout ça, quand j'aurai terminé ce premier itérateur, qui maintenant n'a plus que 4 éléments, je vais enchaîner sur un autre itérateur de 3 éléments qui fait 1, 2, 3 inclusif. Et tant que j'y suis, je vais aussi ajouter un petit index qui compte en fait les itérations. Et ça fait tout ça. Donc on voit que on est parti de 2, on est allé par 3, on en a passé un, donc ensuite c'est 5. Après 2 plus 3 ça fait 5. Ensuite plus 3 ça fait 8, 11, 14. On est arrivé à la limite de 4. On enchaîne sur l'itérateur suivant, 1, 2, 3. Et on a un indice d'itération à côté.
Et donc en fait, ça, c'est vraiment très puissant. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces différents modificateurs d'itérateurs. Et comme l'itération est paresseuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas un truc qui itère sur le premier itérateur, qui prend les éléments de sortie, qui passe par le deuxième modificateur et ainsi de suite. Là, vraiment, les données sont calculées à la volée au fur et à mesure qu'on tire des données de l'itérateur résultant. Bah, du coup, on a un plutôt bon niveau d'optimisation de compilateur sur ce genre de pipeline construit des itérateurs. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas que les intervalles qui sont itérables, on peut itérer sur des collections. Deux collections de base en Rust, c'est le tableau alloué sur la pile et le vec, qui est un cousin du vecteur C++, qui est un tableau alloué sur le tas. Ils ont deux syntaxes d'initialisation, une où on liste des éléments et une où on prend un élément et on le répète. Si vous voulez faire des trucs plus compliqués, on verra comment ça se passe par la suite. C'est pas les seules collections disponibles, il y a pas mal de choses dans la bibliothèque standard Rust, plusieurs qui manquent cruellement en C++, notamment un B-tree et la priority queue. Mais bon, avant de faire tout ça, à partir du moment où on commence à manipuler des collections en Rust, on se retrouve assez facilement à buter contre la façon un peu particulière dont le langage gère la mémoire, donc je vais vous expliquer comment ça marche maintenant. D'abord, en Rust, quand vous utilisez une valeur, l'action par défaut, c'est pas de copier comme en C++, c'est de déplacer comme le stdmove C++11. Cependant, les règles en Rust sont un petit peu différentes de celles du C++11. D'abord, tous les types supportent le déplacement. C'est pas un truc que les types doivent supporter explicitement comme en C++11. C'est un truc que les types doivent supporter et ne peuvent même pas interdire en fait. Et comment on garantit ça? En simplifiant la définition de déplacement, on dit qu'en Rust, le déplacement est toujours équivalent à un même copie. Il ne va pas forcément se passer une copie mémoire à l'exécution parce que l'optimiseur, optimiser les mêmes copies, il sait faire. Mais en tout cas, ça a toujours cette sémantique. Et un truc qui est nouveau aussi par rapport à C++, c'est que le compilateur vérifie l'absence de use after move. Donc là, si je prends un vecteur euh, que j'itère dessus en le déplaçant, donc en le consommant, et qu'après j'essaie à nouveau d'y accéder, bah, le compilateur va me dire non, désolé, tu as déplacé cette valeur, tu peux pas y accéder à nouveau. En C++, j'aurais probablement plutôt une segmentation fault. Maintenant, il y a un certain nombre de types, notamment les types arithmétiques primitifs, pour lesquels, en fait, quand on crée une copie, la copie est indépendante de l'original. Et donc, c'est tout à fait OK de continuer à utiliser l'objet après avoir fait un move. Et donc, on peut, de façon optionnelle, autoriser la réutilisation des copies, de l'original après avoir fait une copie. Et c'est fait automatiquement pour les types primitifs et les tableaux. Et pour tous les types où il y a des copies qui sont plus compliquées, genre on peut faire des allocations mémoire, des choses comme ça, là, on peut pas implémenter la copie de cette façon-là, avec cet syntaxe-là. On est forcé de passer par un opérateur implicite, clone. Et ça, en fait, c'est extrêmement pratique quand par la suite on veut auditer les performances d'un programme. Maintenant, bon, j'ai dit tout à l'heure que le compilateur, il sait optimiser les copies, il sait parfois les éliminer. Des fois, il va pas y arriver dès que ça devient un peu compliqué pour lui. Et ce qui est compliqué pour un compilateur est parfois surprenant pour le programmeur. Du coup, dans du code qui est un peu intensif au niveau performance, on privilégiera plutôt des accès en place aux données via un mécanisme qui s'appelle l'emprunt, qui est un peu analogue aux références en C++. Donc là, j'ai reconstruit un vecteur. Cette fois, je mets une petite esperluette pour dire je vais itérer dessus par référence. Je peux afficher les éléments. Et en fait, j'ai deux types de références, un peu comme les références const et non const en C++, sauf qu'en Rust, c'est inversé. La référence de base est immutable. Et je peux demander un accès en écriture avec la syntaxe emut. Et dans ce cas-là, quand j'ai un accès en écriture, je peux modifier les choses et après, si j'affiche mon tableau, vous voyez que le contenu a été modifié. Alors, il y a un prix à payer pour les différentes garanties de sûreté que Rust vous offre, en matière d'absence d'erreur mémoire notamment, c'est qu'il y a quelques restrictions sur ce que vous avez le droit de faire avec les emprunts. D'abord, ils sont soumis à un régime de type reader-writer-lock. À un instant donné dans le programme, vous pouvez avoir un emprunt en écriture actif ou bien un emprunt partagé. Et sauf exception, on ne peut pas écrire dans une variable via un emprunt partagé. Un emprunt ne peut pas sortir de la portée de sa variable parente. Ça, c'est quelque chose que vous voudriez pas faire en C++. En Rust, c'est même pas possible. En fait, le code ne compilera pas. Et toute modification de la variable parente invalide les emprunts. Ça permet d'éviter des problèmes comme les invalidations d'itérateurs. Voilà, donc c'est fini pour cette petite parenthèse sur les mécanismes de base du langage. Maintenant, on peut revenir à ce qu'on peut faire avec des itérateurs. Alors, il y a un modificateur d'itérateur qui est assez intéressant qui s'appelle map. L'idée est la suivante. Map, vous lui passez une fonction en paramètre. Il va prendre chaque élément de l'itérateur, le passer par la fonction et construire l'itérateur des résultats.
Donc ici, vous avez un exemple. J'ai construit un tableau de 10 éléments. J'itère dessus. Je le passe par une petite fonction anonyme. Donc ça, c'est une fonction lambda, un peu comme ce qu'on peut faire en C++ ou en Python, mais en plus concis, qui prend x et à x associe le carré. Donc je construis, à partir des éléments originaux du tableau, un itérateur sur le carré des éléments du tableau. Et après, je peux appeler une deuxième méthode qui modifie l'itérateur, qui s'appelle collect, qui permet de construire une collection à partir d'un itérateur. Et en combinant ces deux choses-là, on peut assez facilement construire une collection à partir d'une autre. Donc ici, je suis parti d'un tableau de k,2, j'ai construit un itérateur, j'ai mis chaque élément au carré, et je collecte le tableau des carrés. Un autre modificateur d'itérateur qui est très utile, c'est zip. Donc lui, ce qui vous permet de faire, c'est de passer d'une paire d'itérateurs à un itérateur de paire. Donc voici un exemple. J'ai un tableau X, un tableau Y. J'itère sur X, je zip Y. Donc là, j'ai pas besoin de préciser into iter, ça fait la conversion automatiquement. Et je me retrouve avec un itérateur qui me donne des paires d'éléments issus de X et de Y consécutivement. Et donc, je vais prendre ces paires d'éléments et je vais calculer AX plus Y, où A est une constante. Donc c'est le classique SAXPY. Et je collecte mes éléments à la fin. Donc là, vous voyez, ça fait le résultat attendu. Un point important avec zip, c'est que zip tronque à l'itérateur le plus court. C'est-à-dire si vos deux itérateurs d'entrée n'ont pas la même longueur, dès que l'un des deux itérateurs va s'arrêter, l'itérateur qui est produit par zip va s'arrêter aussi. Donc si vous avez un tableau de 3 éléments, un tableau de 4 éléments que vous les zippez, vous allez obtenir un itérateur de paire de 3 éléments qui ignorera le dernier élément de l'autre tableau. C'est toujours mieux quand c'est plus ou c'est du comportement indéfini. Ce modèle d'itération qui est basé sur des méthodes modificatrices, il est plus flexible que les algorithmes STL en C++, et ça fait qu'il y a des choses qui sont très compliquées en C++ qui deviennent simples en Rust. Par exemple, là, je veux calculer des FMA, donc ça, un FMA, vous savez, c'est une opération qui a 3 opérandes. En C++, Pierre vous a montré que c'est assez complexe. En Rust, je prends mon tableau X, j'itère dessus, je zip mon tableau Y, je zip mon tableau Z. Ça me fait donc un tuple qui a une forme un peu bizarre. Ça, c'est une conséquence de la façon dont zip fonctionne, où à chaque fois, il vous fait un tuple des éléments de l'itérateur de gauche et des éléments de l'itérateur de droite. Mais voilà, j'ai des paquets de 3 éléments, je peux faire du multiply add et collecter les résultats comme avant. Le fait qu'il y ait 3 tableaux, ça change rien en fait. Là où les choses vont commencer à se corser, c'est quand on en vient aux réductions. Les réductions, c'est quand on part d'une collection et qu'à la fin, on veut produire un scalaire. Alors à première vue, ça a l'air simple, parce que si vous consultez la doc des itérateurs de Rust, il y a des méthodes de réduction, comme sum. Là, typiquement, j'ai un tableau de flottants, j'itère dessus, je le somme en un flottant unique, j'obtiens la somme. Vous allez me dire où est le problème? Le problème se situe en fait au niveau des performances. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent produisait des implémentations d'une performance tout à fait raisonnable. Mais là, ce que cet itérateur va produire, en fait, c'est quelque chose qui est analogue à la boucle ci-dessous, où vous créez un accumulateur de somme qui est initialement nul, vous itérez sur les nombres et vous ajoutez un par un à l'accumulateur. Et ça, en fait, ça a des performances horribles en virgule flottante. Parce que vous créez une chaîne de dépendance immense et scalaire, vous perdez la vectorisation, vous perdez le parallélisme d'instruction, ça va très mal se passer. Comment on peut faire mieux? Une chose qu'on peut faire, c'est augmenter le parallélisme d'instruction. Il y a différentes approches. C++20 vous propose std-reduce, qui consiste à dire l'ordre des sommes n'est pas défini, démerdez-vous pour sortir quelque chose de raisonnable. Et du coup, ça donne la liberté au compilateur de construire une somme avec plusieurs accumulateurs. Mais en échange, vous perdez la reproductibilité numérique. J'ai moi-même développé en Rust une bibliothèque qui propose une approche un peu alternative, où on choisit le degré de parallélisme d'instruction qu'on a. Donc on prend notre boucle et on la déroule en interne en une boucle sur des paquets de 4 itérations. Donc ça c'est une autre option, mais dans tous les cas, quand vous partez sur ces approches-là, vous dites au compilateur qu'il y a du parallélisme d'instruction, mais vous êtes aussi tributaire de l'optimiseur du compilateur pour exploiter ce parallélisme, et pour toutes sortes de raisons, ça peut mal se passer. Et donc personnellement, mon approche préférée, c'est aucune des deux. C'est plutôt d'arrêter de jouer au dé avec le compilateur et de privilégier l'utilisation explicite du SIMD. Donc à quoi ça ressemble? D'abord, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler dans le futur. Si vous utilisez une version nightly du compilateur Rust, vous avez accès au prototype d'une addition qui va arriver à bibliothèque standard prochainement, peut-être cette année ou l'an prochain, je ne pourrais pas dire exactement.
qui s'appelle STD-SIMD. Alors, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Vous partez d'un tableau, qui est un tableau de flottant normal, quoi, et vous pouvez le traiter comme la concaténation de trois sous-tableaux. Un tableau de flottant non aligné, comme au début, un autre tableau de flottant non aligné, et au milieu, une portion des données qui, elle, est bien alignée et peut être donc traitée de façon vectorisée, de façon efficace. Donc l'idée, c'est voilà, j'ai dit, je veux traiter ces données de façon ICMD avec 4 lignes ICMD, ou 8 ou 16, en fonction de ce que votre hardware supporte. Et il va me faire automatiquement la décomposition entre portions alignées et portions non alignées. La portion alignée, je peux la sommer en un seul vecteur SIMD avec une bonne efficacité. Et derrière, ce vecteur, je peux le réduire. Ça, cette opération n'est pas très efficace, mais comme on l'a fait qu'une fois, c'est pas trop grave. Et pour avoir la somme de l'ensemble des éléments du tableau original, j'itère sur le début des données qui est mal aligné. J'enchaîne par ma somme de la portion qui est bien alignée, qui est traitée par SIMD, et je termine par les éléments non alignés de la fin. Et à la fin, je calcule une somme de tous ces scalaires. Donc ça résout le problème du SIMD, pas celui du parallélisme d'instruction. Il va quand même falloir en ajouter un petit peu, par exemple avec une des approches que je vous ai mentionnées avant. Et quand on fait tout ça, on atteint la performance crête du matériel. Donc ça, c'est le futur. Alors le présent maintenant. En attendant que STD et SIMD soient stables, si vous n'avez pas envie d'utiliser un compilateur Nightlist qui est très compréhensible, vous pouvez vivre avec des alternatives qui, elles, sont stables. Donc par exemple, une bibliothèque qui s'appelle Slipstream. Là, l'idée, c'est vous manipuler quelque chose qui est un vecteur SIMD explicite, un peu comme dans STD et SIMD, sauf que là, c'est pas directement supporté par le compilateur. En fait, ce que vous manipulez, c'est des tableaux de flottants ou d'entiers déguisés, mais c'est juste la bibliothèque va donner à votre boucle la bonne forme pour que l'auto-vectorisation se passe mieux et que donc vous ayez plus de chances d'avoir une bonne vectorisation automatique. Si vous voulez avoir un contrôle matériel plus fin, il faut passer aux intrinsèques. Mais toutes les personnes qui ont touché aux intrinsèques Intel savent qu'elles sont assez horribles dans leur conception. C'est pas du tout orthogonal, les noms n'ont aucun sens. Et donc il y a une bibliothèque très pratique pour ça qui s'appelle SafeArch, qui en fait réexpose les intrinsèques Intel de façon beaucoup plus ergonomique. Donc si on compare la performance des différentes solutions sur une somme de flottants, donc en bas, sur la trace du bas, vous avez le résultat. Si vous avez suivi la méthode naïve, je prends mon tableau, j'itère et je fais la somme avec la méthode sum de l'itérator. En vert clair ici, vous avez une deuxième approche où j'ai ajouté manuellement du parallélisme d'instruction. Donc vous voyez que ça vous gagne déjà un ordre de grandeur en performance. Là, l'axe Y, c'est le nombre d'opérations flottantes par seconde, et l'axe X, c'est la taille donnée d'entrée. Et après, on peut le faire avec des intrinsèques. Donc en violet ici, vous avez du SSE, en rouge du AVX et en jaune de l'AVX 512. Vous voyez que on n'a pas tout à fait les facteurs 2 qu'on s'attendrait entre les différents intrinsiques. Donc j'ai vérifié, c'est pas un problème de génération de code en fait. Le problème, c'est que on sort du cache L1 trop vite pour atteindre la performance crête de ces instructions vectorisées. Là, on le voit un peu si vous regardez la forme des courbes. En SSE, ça commence à s'aplatir. Donc on sent qu'à la sortie du cache L1, on est aussi vite que le SSE peut aller. Mais là, en AVX, on sent qu'on pourrait gagner encore un peu plus. Et en AVX 512, on sent qu'on est encore très très loin d'avoir atteint la zone plate. Donc ça, voilà, c'est pas possible avec ces instructions d'avoir le maximum de performance sur des opérations simples comme la somme. Il faut des opérations plus complexes comme le produit de matrice. Vous voyez que si vous utilisez STD et SIMD, vous êtes quasiment au niveau des intrinsèques. Et que Slipstream, ça vous sort un résultat un peu intermédiaire entre SSE et AVX selon la taille de données d'entrée, quoi. Ça a plus de retard à l'allumage que les intrinsèques, mais une fois que ça tourne bien, là dans le régime caché L2, vous voyez que c'est pas très loin d'AVX, mais que par contre AVX 512, on n'y arrive quand même pas, quoi. Alors, je vous ai montré une réduction, je vous ai montré comment on fait des zips, des maps, et avec ça, on peut faire un produit scalaire. Parce que je prends mes deux tableaux, X et Y d'entrée, je les traite comme des vecteurs au sens mathématique, j'itère sur le tableau X, je zip les éléments de Y, je transforme mes paires d'éléments en produits, et je somme les paires de produits, et j'ai fini. Encore une fois, ça marche, mais c'est pas rapide. Pourquoi? Parce que sum n'est pas rapide. De plus, l'approche que j'ai employée précédemment pour vectoriser, qui consiste à décomposer les tableaux d'entrée en portions SIMD alignées et en portions non alignées, ne fonctionne pas ici. Pourquoi? Parce qu'on a deux tableaux d'entrée. Ces deux tableaux
sont pas forcément alignés de la même façon en mémoire. Et donc, du coup, si vous tentez de faire la décomposition, vous n'allez pas forcément vous retrouver au même endroit des deux tableaux. Et donc, la solution, arrivée à ce niveau-là, c'est de dire, bon, bah, on est allé aussi loin que des données euh, flottantes normales, sans traitement particulier, peuvent nous amener. Et si on veut faire des opérations plus compliquées, comme des produits scalaires, il va falloir basculer vers un format de données qui est nativement SIMD et donc bien aligné. Donc ça ressemblerait à ça, je définis mon type vecteur, et au lieu d'avoir des tableaux de flottants, maintenant j'ai des tableaux de vecteurs. Pour le produit scalaire, c'est pas tout. On peut encore gagner un facteur de performance allant jusqu'à 2, en tirant parti du fuse multiply add du matériel moderne. Et donc du coup, ça ressemble à ça. On itère sur x et y. Et cette fois, au lieu d'utiliser la combinaison de map et sum, on utilise une autre fonction de réduction qui s'appelle fold, où on lui donne une valeur initiale d'accumulateur, et on dit, bah, à chaque étape, on prend l'accumulateur, on prend la nouvelle paire d'éléments, et on ajoute x multiplié par y et on prend x multiplié par y plus accumulateur fusionné, et c'est le nouvel accumulateur. Et on répète ça d'élément d'itérateur en élément d'itérateur. Et en réappliquant toutes les autres techniques dont je vous ai parlé avant, on obtient des performances un peu plus satisfaisantes. Donc là, pour référence, si vous faisiez ça de façon naïve, vous seriez là. Si vous tournez votre boucle de façon à aider l'optimiseur, vous arrivez là, un facteur 10 au-dessus, et c'est plus si loin des versions vectorisées en vrai. Donc ça, c'est sans utiliser le FMA. Quand vous utilisez le FMA, vous passez ici de 20 gigaflops à un peu plus de 30 gigaflops, donc on n'est pas très loin du facteur 2 pour ce code-là. Et si vous allez utiliser STD, SIMD, donc vous voyez que vous gagnez encore pas mal sur le code où on fait des multiplications suivies d'addition. Et le FMA gagne encore un peu, mais on est assez loin du facteur 2. Et ça, je pense que c'est la même raison qu'avant, parce qu'encore une fois, j'ai vérifié le code généré, il est correct. Donc pour moi, c'est juste que le calcul est trop simple pour qu'on tire vraiment profit des bénéfices du FMA. Donc voilà, avec ça, on a un peu fait le tour de comment on fait du calcul séquentiel efficace en Rust. Et maintenant, on a envie de paralléliser, parce que quand même, notre CPU, il n'a pas qu'un cœur. Et là, on a une bibliothèque extrêmement merveilleuse qui s'appelle Rayon, où il suffit de l'ajouter comme dépendance. Et après ça, on gagne des itérateurs parallèles. Donc là, l'idée, c'est qu'avant, je faisais x.intoIter.zip y et ça me créait des paires d'éléments de x et y. Bah là, c'est pareil, sauf qu'au lieu de faire into_iter, je fais into par iter et je récupère un itérateur parallèle qui ressemble pas mal aux itérateurs de la bibliothèque standard, mais avec des sémantiques un petit peu différentes pour faciliter les opérations parallèles. Par exemple, le fold, il n'a pas tout à fait la même signature qu'avant. Si vous voyez, avant, je donnais un scalaire, là, je donne une fonction qui génère un scalaire. Ça permet derrière à l'implémentation de générer plusieurs accumulateurs, histoire d'avoir un accumulateur par thread. Et du coup, comme j'ai un accumulateur par thread, à la fin, le résultat de fold, c'est pas un scalaire, c'est un itérateur d'accumulateur, et donc il faut ressommer. C'est pas non plus la mer à boire, vous voyez, on arrive quand même à paralyser avec un effort qui est extrêmement minimal par rapport à ce que ça pourrait être dans d'autres langages. On bénéficie également ici des garanties de Rust. Si on essaye de faire dans notre code parallèle des choses qui sont pas une bonne idée en parallèle, genre faire des accès concurrents à des données sans protection de mutex ou autre, là le compilateur va dire non, vous n'avez pas le droit, erreur de compilation, aucun problème d'exécution. Sous le capot, c'est assez intéressant, en fait, ça fonctionne un peu comme Intel Threading Building Block. Le modèle de rayon, c'est que toute tâche parallélisable peut être coupée en deux parties à peu près égales. Quand un thread commence à traiter une tâche, la première étape, c'est de la couper en deux et mettre la moitié de côté. Et quand un autre thread géré par rayon est désœuvré, il n'a pas de travail à faire, bah, il peut aller voler la moitié de travail qui a été laissé de côté et démarrer du travail lui aussi. Et l'idée, c'est qu'il y a une détection du moment où tous les threads ont suffisamment de travail, et histoire de basculer à une exécution plus séquentielle pour améliorer les performances. Alors, pour notre problème de produit scalaire, on rencontre un problème, c'est que Rayon est optimisé sur des tâches plus complexes. Donc par défaut, il fait deux choses qui sont des bêtises pour un produit scalaire. Il utilise l'hyperthreading, ce qui n'est pas une bonne idée sur un produit scalaire parce que on fait des opérations arithmétiques en saturant le hardware qui fait ça. Et donc du coup, bah, ajouter un deuxième hyperthread, ça va servir à rien. On va juste en fait mettre plus de pression sur le caché L1 du CPU et perdre en performance. Et il descend à granularité trop fine. Il décide pas assez vite de s'arrêter et de traiter le problème de façon séquentielle. Donc on peut voir comment ça se comporte à différents nombres de threads. Donc ici pour référence, il y a comment ça se comportait quand on faisait le code le plus nul en séquentiel. Là, il y avait le code le plus optimisé en SIMD.
Et donc, nos implémentations multithread, au début, elles sont là. Donc, en rouge, vous avez le comportement par défaut de rayon. En bleu, juste à côté, vous avez le comportement quand on active tous les threads. Vous voyez que par défaut, il utilise tous les threads. Ça changera peut-être dans les versions futures. Si on désactive l'hyper-threading, on est toujours meilleur. Et si on utilise encore moins de threads, donc on passe à 16 threads, puis 8 threads, puis 4 threads, là, on gagne à petite taille de problème, mais on perd à grande taille de problème. Alors, comment on règle le problème de la granularité? En fait, c'est très simple. Quand on a un tableau, au lieu d'utiliser l'itérateur standard, on peut faire par underscore chunks, qui est un itérateur par bloc. Et donc on dit, on a une certaine taille de bloc, et maintenant on va itérer sur X par bloc de cette taille, on va itérer sur Y par des blocs de cette taille aussi, et à la fin on se retrouve avec un itérateur parallèle de blocs, et chaque bloc on le traite de façon séquentielle. Et vous voyez qu'avec une taille de bloc bien choisie, donc là toutes les traces sont à 16 threads, donc le nombre maximal de threads qui est rentable sur cette machine. Et vous voyez qu'entre une taille de bloc pas optimisée et une taille de bloc optimisée, on peut gagner beaucoup, jusqu'à, dans la zone où parallélisé est rentable, un facteur 3 par rapport au code où on n'a pas ajusté la taille de bloc. Donc ça, c'est pour le présent de rayon. Après, il y a quelques limitations de rayon qui personnellement me gênent et que je pense on gagnerait à éliminer sur le long terme, donc je vais essayer d'y œuvrer. La première, c'est que le coût d'ordonnancement des tâches dans rayon est relativement élevé. Alors, c'est de l'ordre de la microseconde, on n'est pas non plus au coût que ça représente de créer un thread sous Windows, par exemple, je crois que c'est de la milliseconde. Mais autant c'est pas gênant quand on parallélise à gros grains, genre quand on a, je sais pas, 300 images à traiter et on parallélise sur les images. Là, voilà, traiter une image, c'est beaucoup de boulot, donc le coût d'ordonnancement de la microseconde, on va pas le sentir. Autant sur des tâches simples comme un produit scalaire, on le sent bien passer parce que avec notre version optimisée, le produit scalaire de données qui sont à la limite de tenir dans le cache L1, il est effectué en 100 nanosecondes, donc 10 fois moins de temps. Et un deuxième problème qui va concerner les machines plus grosses, c'est que pour l'instant, l'ordonnanceur de rayon, il tient pas compte de la topologie du système en termes de NUMA ou de NUCA sur les processeurs AMD. NUCA, c'est Non-Uniform Cache Access. C'est quand votre cache L3 est séparé en plusieurs banques indépendantes. Et donc, l'effet de ça, c'est que l'ordonnanceur va pas pénaliser le vol de travail entre différents nœuds NUMA, ce qui peut très facilement conduire à des accès mémoire inefficaces où en fait un thread vole du travail à un thread qui est sur un autre nœud mémoire, après tente d'accéder à des données qui sont sur d'autres nœuds mémoire. Sébastien nous en a parlé, c'est pas une bonne idée, on veut pas faire ça. Donc aujourd'hui, les utilisateurs Rayon contournent ce problème en utilisant le même hack que le monde entier du HPC utilise avec d'autres technologies de parallélisation. On a un processus par nœud NUMA indépendant. Mais personnellement, je trouve ça insatisfaisant parce que du coup, on exploite moins bien les ressources partagées de la machine et puis on doit gérer du multiprocessus, c'est un peu chiant. Donc sur mon temps libre, je travaille sur un prototype d'ordonnanceur qui va résoudre en partie ces deux problèmes. Et un point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que là, dans ce développement, je tire profit du fait que Rayon en Rust n'a pas besoin d'être intégré à la bibliothèque standard pour être utilisable et ergonomique, comme c'est le cas en C++ où il a fallu intégrer TBB sous forme d'extension de la bibliothèque standard. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que derrière mon proto d'ordonnanceur, le jour où je voudrais l'intégrer, c'est contribuer à une bibliothèque normale, quoi. C'est pas contribuer à la bibliothèque standard avec ses processus de soumission un peu plus lourds, ses critères de revue de code très stricts, etc. Voilà, donc là on a un peu fait le tour de ce qui est simple à faire juste avec la bibliothèque standard et avec Rayon avec le produit scalaire. Quand on va au-delà, on a en général envie d'utiliser une bibliothèque pour gérer ces tableaux multidimensionnels à sa place. Parce que la vie est trop courte pour écrire du X par nombre de colonnes plus Y. Il y a plusieurs bibliothèques qui existent pour ça, comme en C++, et le programmeur expert aura instantanément un réflexe de recul, car quand il existe plusieurs alternatives pour faire un truc, c'est que toutes les alternatives ont des problèmes, c'est connu. Donc on a NDArray, qui fournit des tableaux à n dimensions dynamiques, avec des extensions pour algèbre linéaire, les statistiques et la génération de nombres aléatoires. Dans l'esprit et l'ergonomie, ça ressemble pas mal à l'interface de NumPy en Python. Et c'est le choix que j'aurais tendance à vous recommander par défaut parce que pour moi, c'est VT qui offre le meilleur compromis entre c'est facile de faire des choses simples, on peut aller facilement vers des choses compliquées et les performances sont plutôt bonnes. Comme alternative, vous avez NAlgebra qui est plus spécialisé sur l'algèbre linéaire avec des vecteurs et des matrices, mais qui gagne en échange la possibilité de spécifier les dimensions à la compilation, ce qui permet aux vecteurs et matrices d'être alloués sur la pile, donc de diminuer le nombre d'allocations tas. Ça permet aussi au code d'être spécialisé pour différentes tailles de matrices et inliné, ce qui est très important à petite taille. Et un autre challenger qui est arrivé relativement récemment,
c'est faire. Donc là, l'idée, c'est quelqu'un qui a étudié un peu les perfs de NAlgebra et NDArray et qui a dit, ouais, bon, c'est pas mal votre truc, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et qui a commencé à exploser tout le monde sur les benchmarks à grande taille de matrice. Donc c'est assez intéressant. Par contre, c'est moins mature que les deux autres. Donc pour l'instant, on peut pas spécifier les dimensions à la compilation comme dans les algebra, et on peut pas gérer des tenseurs d'ordre n comme dans NDArray. Et après, il y a une palanquée de bibliothèques d'algèbre binaire spécialisées dans le graphisme parce que les programmeurs graphiques sont spéciaux et ne peuvent pas utiliser les mêmes bibliothèques d'algèbre binaire que les autres. Donc, comme c'est NDRA que je vous recommande, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, on va faire un produit de matrice de base. Donc là, vous voyez que NDRA vous fournit une macro qui permet de définir un tableau multidimensionnel, un peu comme on définirait un tableau de tableau avec juste le compilateur et le texte standard. Je définis une matrice, donc je crois qu'on dit 3 par 2, X, une matrice 2 par 3, Y, et une matrice de sortie qui, si on fait le produit de X par Y, va être 3 par 3. Une fois que j'ai fait ça, NDArray, il fournit sa propre API d'itération parce que ça lui permet en interne d'optimiser un peu plus que les itérateurs standards. Parce qu'il sait qu'on est en train d'itérer sur des tableaux à n dimensions et pas sur n'importe quel type d'itérateur pouvant venir n'importe où. Vous n'êtes pas forcé de l'utiliser. Là, je vous montre un exemple avec et sans. Donc, pour faire mon produit de matrice, je vais commencer par itérer sur les lignes de la matrice de sortie et de la matrice de gauche. Après, j'itère sur les éléments de la ligne de sortie et sur les colonnes de la matrice de droite. Et je fais le produit scalaire de la ligne de gauche et de la colonne de droite pour calculer chaque élément. Ça me fait mon produit scalaire. Ça me fait mon produit matriciel. Ça, c'est une démo. Je me sens obligé, dans le contexte de ces trucs un peu centrés performance, de vous rappeler que il faut pas implémenter un produit de matrice comme ça. Ça, c'est juste pour la démo. Un vrai produit de matrice n'est pas implémenté comme ça pour plusieurs raisons. D'abord, quand on fait les choses de cette façon-là, on a un accès aux colonnes de Y qui est très inefficace. Parce qu'en fait, on va lire le premier élément, le cache derrière va nous charger les autres éléments, mais on va pas les lire, on va lire le deuxième, etc. Comme ces accès en mémoire au tableau Y sont espacés, on n'a pas de vectorisation, parce que la vectorisation des éléments espacés, c'est très compliqué et en général, ça marche moins bien que le code scalaire. Quand on commence à aller à des tailles de matrice plus grandes, on se heurte au problème que le cache CPU est mal utilisé. Et quand on va à des tâches de matrice encore plus grandes, bah, on se rend compte que bah, ce code-là, en l'état, il n'est pas parallèle. Et même si on essayait de le paralléliser au niveau d'un produit scalaire unique, ça se passerait pas forcément très bien parce que vous avez vu, il faut vraiment des très grosses tailles de produits scalaires pour que le produit scalaire parallèle, ça se passe bien. Et donc pourquoi vous faites pas ça, en un mot? Parce qu'il suffirait de faire x.y pour avoir le produit matriciel fourni par NDRA. Avec des performances bien meilleures, vous voyez qu'on gagne quand même sur des grosses tailles de problèmes 3 ordres de grandeur. Maintenant, parlons GPU. Je voudrais commencer par poser un peu, parce que dans le GPU, les gens viennent avec des objectifs très divers. Et donc, je voudrais poser un peu c'est quoi mon idéal personnel du calcul GPU. On peut discuter après de la pertinence. Alors, pour moi, le bon calcul GPU, déjà, les applis sont portables. On n'est pas enfermé chez un fabricant. Je veux qu'avec un minimum de travail, mon appli elle tourne sur les GPU de tous les fabricants, sur tous les systèmes d'exploitation, etc. En même temps, j'ai envie de pas devoir m'embêter chaque fois que j'installe un environnement de développement pour bosser sur mon appli sur une nouvelle machine, ou quand je distribue mon appli, que les gens derrière aient pas à s'embêter quand ils installent un environnement d'exécution. J'aimerais garder accès aux outils fournis par les fabricants, y compris debugger, profiler, tout ça. Je voudrais que ce soit assez facile d'écrire du code à la fois côté GPU, le kernel, le calcul, et au niveau de la plomberie qui permet au CPU et au GPU de communiquer. Je voudrais avoir accès à toutes les fonctionnalités de mon matériel, parce que j'ai payé pour, y compris des choses un peu avancées que les API de base supportent pas forcément, les subgroups, les textures, les tensor cores chez NVIDIA. J'aimerais ne pas devoir dupliquer du code entre différents modèles de GPU, c'est-à-dire je veux pas que la portabilité ce soit en mode ah bah oui j'ai codé une fois pour Nvidia, une fois pour AMD, une fois pour Intel, ça y est c'est portable. Non ça je veux pas. J'ai vraiment envie que ce soit si possible le même code partout. Je m'autorise la possibilité de faire des optimisations spécifiques à un fabricant s'il y a une fonctionnalité spécifique à un fabricant qui est particulièrement intéressante, mais j'aimerais que ça reste rare. Et personnellement, je trouve dommage quand on calcule sur GPU que ce soit compliqué de faire de la visualisation parce qu'à la fin, le GPU, c'est quand même une Graphics Processing Unit, c'est fait pour ça. Et donc pour moi, une bonne API de calcul devrait avoir une interopérabilité facile avec les tâches de visualisation. Il y a une chose que mon idéal n'inclut pas, que l'idéal de beaucoup de personnes inclut par contre, c'est je considère que c'est pas forcément une bonne idée d'essayer de faciliter la portabilité entre le partage de code entre les kernels CPU, GPU et FPGA.
Ça fait des années que les gens essayent. À chaque fois, ça produit des API qui sont très compliqués à utiliser, avec des performances qui sont pas vraiment là. Et personnellement, je pense qu'il est temps de dire que bah voilà, cette approche-là, elle marche pas et il faut passer à autre chose. Alors la bonne nouvelle, c'est que 90% de mes critères, on peut les remplir avec une famille d'API GPU qui sont les API dites graphiques. OpenGL, Vulkan et tout ça. Pourquoi elles répondent? Bah, elles répondent au problème de la portabilité. C'est le premier truc que les vendeurs de systèmes d'exploitation et de matériel s'arrangent pour supporter, donc on n'a quasiment rien à faire nous. Le dev et le déploiement, c'est facile pour la même raison. Le support fabricant, ils n'ont pas le choix. Les gens entiers développent leurs jeux vidéo et leur visualisation pro avec ça. On a accès complet aux fonctionnalités matérielles parce qu'à la fin, encore une fois, les fabricants sont en compétition pour avoir le jeu vidéo qui tourne le plus vite, bah, ou le meilleur FPS sur SolidWorks. Et donc du coup, bah, ils vont vous donner, en tant que programmeur, accès à tout ce qu'il faut pour tirer le maximum de leur matériel. Le partage de code entre différents GPU, c'est fait pour, et la visualisation, c'est fait pour aussi. Maintenant, c'est une grande famille, les API graphiques, donc je vais rentrer un peu dans les nuances des différentes API graphiques qui permettent la portabilité. OpenGL, je recommande que si vous avez besoin de supporter des vieux GPU et des vieux OS, à peu près avant 2012 en gros, parce que c'est une API qui a pas mal vieilli, elle a beaucoup de problèmes, notamment il y a de l'état global dans tous les sens, donc pour la parallélisation c'est un peu un enfer. À la place, vaut mieux utiliser la plupart du temps Vulkan sur les GPU récents. Par contre, là, on peut rencontrer un petit problème de support qui est que donc sous Linux, ça se passe magnifiquement. Les programmes, ils tournent, on a installé rien, ils marchent direct, c'est parfait. Sous Windows, par contre, comme Microsoft ont envie que vous utilisiez Direct 3D, leur API graphique à eux, ils vont pas forcément vous installer en standard un pilote qui supporte Vulkan. Il faudra peut-être installer le pilote fabricant qui lui est forcé de le supporter. C'est un travail d'installation assez classique et qui est souvent fait, donc c'est pas un gros problème, mais c'est un petit problème. Et sous macOS, c'est pire parce que Apple sont trop bons pour les standards. Et donc du coup, bah, Apple, ils veulent que vous utilisiez Metal et vous, ils vous fournissent pas le support de façon optionnelle parce que les pilotes, c'est eux qui les vendent. Et donc, ils incluent pas le support des API ouvertes dedans. Donc, vous allez devoir utiliser une couche d'émulation du type de Voltol VK. Ça marche, mais c'est quand même pas terrible. Si vous voulez faire mieux au niveau de la portabilité, donc il y a WebGPU, qui, comme son nom ne l'indique pas, peut être utilisé en dehors du monde du web, en fait, il y a des implémentations natives. Donc c'est un peu plus ergonomique que Vulkan. On reviendra sur le sujet de l'ergonomie un peu plus loin. Et ça a beaucoup plus de support. Ça marche sans installation sous Windows en utilisant Direct 3D. Ça marche sans installation sous Mac en utilisant Metal. Ça marche sur le web dans des applis WebAssembly. Ça supporte le vieux matériel via OpenGL. C'est génial. Il y a quand même un prix à payer. L'API, elle est plutôt jeune. Donc, elle change encore souvent, ce qui veut dire qu'il faut souvent adapter les applis aux évolutions de l'API. Et au niveau de la couverture des fonctionnalités matérielles, on n'a pas encore tout. Il manque les subgroups, ça vient d'arriver dans une des implémentations de WGPU, de WebGPU par exemple. Et l'autre problème, c'est que bah, comment ça améliore la portabilité WebGPU, c'est en faisant une couche d'abstraction. Mais qui dit couche d'abstraction dit que les outils type debugger profiler vont devenir plus complexes à utiliser parce que en fait dans les debuggers et profilers ce qu'on va voir c'est les commandes d'API natives qui sont effectuées par la couche d'abstraction et pas les commandes que nous on a faites. Donc pour ces différentes raisons, si c'est surtout Linux qui vous intéresse, ce qui est souvent le cas en calcul, je vous recommande plutôt de cibler Vulkan. Maintenant, il vous aura pas échappé qu'il y a un critère dans ma liste que j'ai pas mentionné précédemment quand j'ai dit que les API graphiques sont bien sur de nombreux points. C'est la facilité d'écrire des programmes. Et en effet, c'est le gros défaut de cette approche. C'est beaucoup, beaucoup plus bas de niveau que CUDA, SYCL et compagnie. Alors il y a des gens qui sont en mode, ah, on fait des API beaucoup plus haut niveau que CUDA. Là, c'est l'inverse. On est vraiment très, très en dessous. On voit tout. Si je prends Vulkan, qui est le cas un peu caricatural, c'est l'API qui vous donne le plus la main sur tout et n'importe quoi. Pour faire un programme Vulkan, d'abord, avant toute chose, il faut charger la bibliothèque Vulkan, créer une instance de l'API en spécifiant des paramètres globaux, par exemple, comment vous voulez que les messages de log de Vulkan soient émis par votre application. En fait, c'est pas comme OpenGL où c'était forcément STDR. Là, vous pouvez envoyer ça sur le syslog si vous voulez ou quoi que ce soit. Ensuite, vous devez énumérer les différentes implémentations Vulkan disponibles qui s'appellent les physical devices et choisir lesquelles vous voulez utiliser. Vous n'êtes pas forcément à utiliser qu'une seule. Donc vous verrez un GPU intégré. Si vous êtes sur un portable, vous verrez aussi un GPU séparé plus puissant souvent.
Il peut y avoir des émulations CPU de Vulkan aussi, c'est très pratique pour l'intégration continue. Après, une fois qu'on a choisi quel physical device on veut utiliser, on va créer un contexte d'API pour utiliser ce device en spécifiant différentes choses et notamment quel fil de commande on veut utiliser. Donc les fils de commande, c'est un concept hardware, ça ressemble un peu au CUDA Streams mais en plus complexe. En gros, l'idée, c'est que votre matériel est capable d'exécuter plusieurs jeux de commandes en même temps, mais c'est des commandes un peu spécialisées. Par exemple, il est capable de faire du rendu graphique sur une file, en parallèle de faire du calcul sur une deuxième file, et en parallèle de faire les troisièmes de données sur une troisième file. Et donc dans Vulkan, c'est vous qui choisissez lesquels de ces fils vous voulez utiliser. Arrivé là, vous en êtes au point où vous avez un contexte Vulkan qui marche, qui vous permet de soumettre des commandes au périphérique. Mais c'est pas fini. Pour préparer à faire un certain calcul, il va falloir d'abord que j'écrive un shader, un programme pour le GPU, en spécifiant comment il s'interface avec l'autre. Ça peut être des tampons, ça peut être des trucs plus haut niveau qui s'appellent les images, qui utilisent l'unité de texture du GPU. Ensuite, ce shader, je vais devoir le compiler. La compilation, elle se fait en deux étapes, en fait. D'abord, de mon langage de travail vers une représentation intermédiaire qui s'appelle SPIR-V. Puis, au moment de l'exécution de l'application, mon SPIR-V, je vais devoir le transformer en un binaire adapté au périphérique que j'utilise. Je vais devoir aussi créer les différentes ressources que je vais attacher à mon shader. On en a parlé, les tampons dans lesquels les données d'entrée vont être mises, les images, les samplers qui sont un moyen d'accéder aux images de façon plus sophistiquée. Je vais devoir créer un truc qui s'appelle un pipeline, qui est en fait la combinaison d'un shader avec tout un tas de paramètres qui sont stables d'une exécution à l'autre. Ça permet de garder en cache certains aspects de l'implémentation du shader sur le GPU. Et mes ressources, je vais devoir les grouper par paquet qui s'appelle les descriptors sets, ce qui permettra de réduire les coûts quand on attache des ressources à un shader. Et ensuite, à chaque fois que j'exécute un batch de calcul, il va falloir que je crée des tampons de command buffers, qui mettent en place un certain pipeline de calcul, attachent les descriptors sets des ressources que je veux utiliser avec ce pipeline, programme une ou plusieurs exécutions du shader, je peux répéter l'opération plusieurs fois si j'ai envie. Quand j'ai fini de construire mon command buffer, je le soumets au GPU. Si je fais des trucs plus complexes, peut-être que je vais avoir plusieurs paquets de commandes à soumettre à différentes files du GPU. Par exemple, pour faire des transferts de données et de l'exécution de calcul en parallèle. Et il va falloir que je gère tous les aspects de synchronisation entre ces différents jobs et entre les jobs et l'autre. Et tout ça est extrêmement configurable. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Bon, l'avantage, on a la main sur tout. Et donc, ça veut dire qu'on peut optimiser plus que ce qu'on pourrait faire en CUDA ou en SQL. L'inconvénient, on a la main sur tout. On voit tout. On est forcé d'interagir avec tout. On passe notre temps en Vulkan à jongler avec plein de concepts. Et ça fait que la marge d'entrée pour le débutant, elle est assez rude. Donc, on n'est pas forcé non plus de faire du Vulkan brut comme ça. On peut un peu simplifier les choses. Déjà, privilégier les bindings au niveau, comme Vulcano en Rust, qui vont automatiser les aspects les plus piégeux de l'API, comme la gestion du temps de vie des ressources, sur lesquels on a rarement besoin en fait d'avoir la main. C'est bien pour des optimisations fines dans des points clés du code. La plupart du temps, un truc automatique, ça fait bien le boulot. Et pour les trucs comme l'initialisation, bon, on l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on en est vite fatigué, donc on se construit un squelette de code un peu configurable et on le réutilise dans toutes les applis. Comme ça, on a pu à le réécrire pour chaque nouvelle appli. Ça, c'est pour le code côté hôte, ce que j'appelle la plomberie. Maintenant, pour le côté GPU, les kernels de calcul, aujourd'hui, se commencent à poser la question de quel langage on utilise. Historiquement, les API graphiques forçaient l'utilisation d'un langage spécifique au graphisme, au shader graphique, tel que GLSL ou WGSL dans WebGPU. Les gens, en général, ils ont un peu peur, ils font, oula, il va falloir que j'apprenne un nouveau langage. Non, en fait, ces langages sont extrêmement simples, vraiment, on les apprend très vite, et ils sont plutôt ergonomiques pour les tâches qu'un GPU fait traditionnellement. Ça, c'est pas un souci. Le vrai souci qu'on rencontre quand on utilise ces choses depuis un certain temps, c'est que comme c'est dans un langage différent, on peut pas partager de code entre l'hôte et le GPU. Et donc ça veut dire que faut tout le temps être vigilant à maintenir synchrone les définitions de type, de fonction, les numéros de binding entre le shader qu'on a écrit et le code hôte qui manipule ce shader. Et ça, c'est vraiment un truc qui complique un peu la maintenance. Donc, même solution en Rust quand c'est on a des gens qui ont commencé à développer un moyen d'écrire les shaders en Rust, qui s'appelle Rust GPU. Et donc, du coup, là, les shaders sont des bibliothèques presque comme les autres. On peut partager tout ce qu'on veut avec l'autre, définition de type, définition de fonction. Maintenant, c'est un projet qui est encore assez jeune, donc il manque encore plusieurs fonctionnalités matérielles importantes. Et donc, pour l'instant, je vous conseille, si vous partez sur cette approche, de rester sur les DSL privilégiés par votre API. Mais clairement, à moyen terme, Rust GPU ça va être le truc qui va permettre l'arrivée d'API plus haut niveau comme CUDA en Rust en fait. Et d'ailleurs, on a déjà un prototype d'API de ce type qui s'appelle KRNL, vous pourrez regarder le lien après,
qui donne un premier aperçu d'à quoi ça pourrait ressembler du GPU haut niveau en Rust, c'est plutôt alléchant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a maintenant? La réaction de Gray-Scott, qui est notre leitmotiv dans cette école, la plupart des gens, en fait, ils commencent par calculer les concentrations d'espèces à différentes étapes et ensuite ils font de la visualisation. Et tout ça, c'est en batch et on ne sait rien de ce qu'on a fait avant que le calcul soit terminé. Mais là, on a dit qu'on avait une API graphique, donc du coup, bah, en fait, la simulation, on peut la faire en temps réel. Je veux dire, on fait le calcul on passe la main à un deuxième job GPU qui fait le rendu dans une fenêtre et c'est bon. Et donc là, du coup, vous voyez que contrairement à la plupart des autres implémentations de la réaction de Gray-Scott qui ont été réalisées dans les premières écoles, en fait, c'est la seule. Cette implémentation est capable de vous visualiser en temps réel les résultats de calcul ici. Donc vous voyez une déconcentration d'une des deux espèces chimiques qu'on simule. C'est pas la seule chose que cette implémentation fait bien. Une autre chose, c'est l'implémentation, je l'ai complètement développée sur des GPU AMD. Toutes mes machines ont des GPU AMD. Je refuse de mettre des GPU NVIDIA sur ma machine tant que NVIDIA ne règle pas le problème du support de leurs drivers sous Linux. Et malgré tout, dès la première fois que j'ai lancé ce programme sur une machine avec un GPU NVIDIA, il a fonctionné direct, il a produit des résultats corrects. Alors ça, pour ceux qui ont déjà essayé d'utiliser des API de portabilité, c'est du jamais vu. Si vous avez déjà fait de l'OpenCL, du SQL, en général, la première fois que vous testez une nouvelle implémentation, déjà, vous passez minimum une demi-journée à débugger pourquoi votre programme ne s'exécute même pas et crash. Crash au moment du chargement de l'implantation d'OpenCL, quoi. C'est vraiment un niveau de portabilité aussi simple, et c'est quelque chose qui, pour le calcul, ça change complètement la donne, quoi. Et un autre aspect dont je peux un peu me vanter, même si c'est un petit peu plus malhonnête, je reconnais, c'est que on n'a pas mesuré la performance de toutes les implémentations durant la dernière école Gray-Scott, mais surtout celle qu'on a mesurée, celle-là, c'était de loin la plus performante. Sur le calcul distribué, je vais avoir moins de choses à raconter. C'est globalement beaucoup moins mature que le calcul au sein d'un nœud. On a quand même un binding MPI pour les gens qui sont fans de ça. Et quelques prototypes de Partition Global Address Space, le plus récent est à la Lamellard, mais c'est pas un milieu qui bouge très vite. Pour l'instant, le gros de l'effort de R&D en calcul distribué en Rust, c'est plutôt centré sur les besoins de la communauté Big Data. Par exemple, on a des data frames distribués basés sur Apache Arrow avec Ballista et son backend Data Fusion. On a Arroyo qui essaye de voir jusqu'à où on peut faire une implème efficace d'un truc dont les calculs sont exprimés en SQL. On a Renoir et Tami Dataflow qui essayent de fournir, en fait c'est un peu la limite des crayons, au lieu d'avoir des itérateurs parallèles, on a des itérateurs distribués. Et du coup, bah, ça pose un peu la question de c'est quoi la bonne stratégie, quoi. Est-ce que on va tout faire en MPI brut comme au bon vieux temps de Fortran 77? Est-ce que on décide que tout ça c'est pas bon pour du HPC et on va avoir envie de développer des frameworks à la HPX pour Rust? Est-ce que on se dit quand même que ce serait dommage de pas profiter de tout ce qu'ont fait les gens du big data et qu'on va pas essayer d'adapter ça aux besoins de calcul scientifique, comme fait Fink en astronomie? Là, je pense que la réponse va vraiment dépendre de votre projet. Alors, c'est ici qu'une présentation normale de calcul s'arrêterait, mais moi, je vais aller un peu plus loin parce que je trouve quand même qu'on a tendance à passer sous silence certains aspects quand on parle de calcul. On a tendance à limiter le calcul à l'arithmétique flottante, et en fait, c'est un peu comme les tutoriels de dessin, vous savez, alors comment dessiner un hibou, bah, vous commencez par dessiner quelques cercles, et puis après, vous dessinez le reste du hibou. Et non, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Je veux dire, une appli de calcul, il y a beaucoup plus que des manipulations de flottants, il y a besoin de configuration, il y a besoin de gérer des entrées-sorties avec des fichiers sur le disque, avec le réseau parfois, de besoin de faire des plots, il faut documenter, il faut tester, faire des benchmarks, des binaires. Et j'ai parfois tendance à me demander, c'est peut-être la théorie du complot, hein, mais si c'est pas un peu malhonnête de la part des autres langages de ne pas en parler, parce que je sais d'expérience que dans la plupart des autres langages, tous ces aspects sont chiants. Ils sont vraiment mal foutus par pas mal d'aspects. Alors qu'en vrai, c'est plutôt simple, donc du coup, je vais vous en parler un peu plus. Alors déjà, la configuration. Bah, grâce aux macros de dérivation dont je vous ai un peu évoqué dans la présentation précédente, toutes les tâches de type désérialisation sont beaucoup plus simples en Rust. Ça inclut notamment les arguments en ligne de commande. Donc, la manière typique de gérer les arguments en ligne de commande en Rust, c'est on définit une struct où il y a les arguments en ligne de commande qu'on veut accepter. On met quelques annotations pour dire comment ces arguments sont gérés. Est-ce que ces arguments positionnels ou spécifiés par un moins argument? Est-ce qu'il y a une forme raccourcie? C'est quoi la valeur par défaut? Voilà. Et à la fin, on fait juste argument en parse et on a une mécanique fournie par la bibliothèque qui va se charger de toutes les tâches qu'on n'a pas envie de faire, parser le texte fourni par le shell des arguments, vérifier que c'est du bon type, valider le type, transformer dans les types qu'on veut, par exemple vérifier qu'une regex c'est bien une regex, puis générer un objet regex,
générer le moins moins help pour que quand on fait moins moins help, on ait une description à jour et différents arguments, etc. Et tout ça pour nous c'est transparent, à la fin on récupère une structure pré-remplie. C'est quand même beaucoup plus sympa que ce que c'est dans d'autres langages. La même approche peut être utilisée pour toutes sortes d'entrées-sorties structurées, par exemple du CSV ou du JSON. En fait, on définit les types de données qu'on s'attend à trouver dans notre CSV ou notre JSON. On met une petite annotation pour dire qu'on veut générer automatiquement du code de sélection des sérialisations, et après, bah, on a juste à faire serde JSON from donc un tas d'octets, et ça nous parse notre tas d'octets en une structure, y compris avec de la hiérarchie, des choses comme ça. Pour les flottants multidimensionnels, on n'a pas besoin de ce niveau de sophistication, on expose simplement des types ND-array, c'est ce que fait la bibliothèque HDF5. Dès qu'on commence à faire les entrées-sorties, on se pose aussi la question de la gestion des erreurs. Dans les applis simples, souvent la façon de gérer les erreurs, c'est juste bah, les propager à l'appelant jusqu'à crasher le programme, en ajoutant des informations de contexte au passage pour avoir une espèce de petite stack trace. Il y a des bibliothèques qui rendent ça très simple, comme Anyhow et Air. Donc là, vous voyez un exemple, c'est le plotter que j'ai utilisé pour faire les différents graphiques. Du coup, on commence par lire les données. Si ça marche pas, on propage l'erreur en indiquant qu'on est en train de lire les données depuis Criterion, c'est la bibliothèque de benchmarking que j'utilise, etc. Et on peut générer ses propres erreurs si on a une nouvelle erreur. Dans une bibliothèque, souvent, cette approche-là, elle n'est pas acceptable parce que ça empêche la personne qui reçoit une erreur de la gérer. En fait, dans ces bibliothèques-là, tout ce qu'on peut faire avec une erreur, c'est l'afficher. Et donc, pour les bibliothèques, il y a un truc qui est mieux qui s'appelle diserror, où on peut définir son propre type erreur, typiquement un type énuméré, où on dit, bah voilà, là, je suis en train de traiter un chemin de fichier dans une bibliothèque qui interface HWLock. Il peut m'arriver deux choses qui se passent mal avec ce chemin de fichier. Il peut contenir des caractères nuls, ça c'est on veut pas. Il peut contenir des caractères non Unicode, ça HWLock on voudra pas non plus. Et diserror, moyennant juste une annotation ici et quelques petites annotations sur les variantes, très simple, vous simplifie le fait de générer automatiquement un type erreur qui suit toutes les conventions usuelles du Rust. Et derrière, du coup, les applis peuvent gérer leurs erreurs de façon plus fine. Elles peuvent se remettre de certaines erreurs, genre réessayer une opération réseau après un timeout, demander à l'utilisateur de corriger une entrée incorrecte. Ils peuvent adapter aussi le message d'erreur à l'utilisateur qu'ils ont en face, faire des traductions si l'utilisateur parle pas anglais, enlever des informations sensibles si l'utilisateur n'est pas authentifié et que c'est potentiellement critique pour la sécurité. Bien sûr, on peut faire des plots. On n'a pas besoin, comme en C++, de s'infliger les horreurs de Matplotlib. On peut faire des plots interactifs. Il y a un binding vers le classique Plotly qui marche très bien. Vous voyez, je crée un plot, je définis une ligne, eux ils appellent ça un scatter, et puis hop, j'ajoute ma trace au plot et j'écris du HTML. Et si vous voulez faire des plots plus classiques, des images, là il y a plein de gens qui ont fait des bibliothèques pour ça. Celle que je vous recommande de commencer, c'est Plotter. C'est celle que j'ai utilisée pour les différents graphiques de cette présentation. Pour les gens qui aiment bien IPython, Jupyter et Pandas, il y a des équivalents en Rust. Donc, on peut, par exemple, créer un contexte et puis commencer à faire, à exécuter du code Rust à la volée dedans. Et puis, on peut aussi calculer les opérations, voilà, les trucs classiques. Et ça existe aussi au format notebook, où du coup, vous pouvez après faire des data frames. Mais il y a quand même un problème que vous allez constater si je relance ce kernel qui a craché comme tout bon kernel Jupyter, c'est que là au début je définis une dépendance et en Rust ces dépendances doivent être compilées. Et compiler ça prend du temps. Et en fait globalement, bon, en plus là je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais ça normalement ça marche donc. Il suffit de lui péter la gueule et de recommencer. En tout cas, ça marche et ça vous fait après des data frames de ce genre-là. Et donc là, je voudrais faire une petite pause et vous rappeler un truc, c'est que je viens de mentionner un paquet de bibliothèques externes. Et ça, si vous êtes des programmeurs C++ ou Fortran, ça va un peu vous choquer qu'il y ait autant de bibliothèques externes impliquées. En fait, les cultures varient pas mal entre les langages de programmation. Ça va du programmeur C qui va tout coder lui-même, y compris l'étape de hachage des structures de données de base, parce que c'est super chiant d'utiliser des bibliothèques, à l'autre extrême JavaScript où on importe une bibliothèque pour mettre un peu de padding avec des espaces sur du texte. Le reste idiomatique a plus tendance à être du côté JavaScript avec beaucoup de dépendances. Pourquoi? Parce que c'est facile en fait.
Il suffit de faire un cargo add plotly, hop, j'ai plotly dans mon programme. Et tant qu'il n'y a pas de C++ impliqué pour mettre le bazar, la gestion de dépendance, c'est complètement transparent. Maintenant, c'est pas parce que c'est transparent au niveau technique que ça implique pas un certain nombre de responsabilités. Il faut maintenir à jour ses dépendances, gérer les changements d'API, les arrêts de maintenance, les supply chain attaques. Donc, c'est pas gratuit les dépendances. Mais ça devient simple. Et donc, ça fait que Rust, finalement, contrairement à d'autres langages, réalise l'idéal de l'open source où on peut réutiliser le code des autres. On n'est pas forcé de tout réécrire soi-même. Il y a pas mal d'outils en standard aussi qui sont assez intéressants. Par exemple, il y a RustDoc, qui est ce que Doxygen aurait dû être. C'est trivial à mettre en place dans son projet. En fait, vous avez installé le compilateur Rust, vous avez déjà ce qu'il faut pour faire de la doc, Cargo Doc. Vous publiez une bibliothèque dans Craze.io. Automatiquement, il y a de la doc qui est générée sur un site qui s'appelle docs.rs. Le support du langage est irréprochable, contrairement à Doxygen. La syntaxe n'est pas inhabituelle, contrairement à Doxygen. C'est du Markdown tout à fait usuel. Et les exemples que vous mettez dans votre doc sont testés automatiquement. Et du coup, comme c'est simple de faire de la doc, bah, on se retrouve plus fréquemment avec des docs vraiment bien foutus, comme celle de Volcano, qui vous explique vite fait comment marche Vulkan. Et quand vous allez sur chaque truc, vous avez le détail, des exemples d'utilisation, les différentes méthodes. C'est vraiment, disons, il y a des gens qui ont pour politique de jamais lire la doc, mais je pense que c'est parce que ces personnes ont été traumatisées par le fait que les docs en C++ sont pourris. En Rust, c'est pas le cas en fait. Vraiment, les docs sont bonnes, allez les lire. Les tests, c'est pas plus compliqué. Là, j'ai une fonction. Bah, pour faire un test, la manière classique de faire, c'est comme ça. On crée un module avec une directive CFG test pour que les tests soient pas présents dans le binaire final. Et dans ce module, on met des fonctions qui sont notées par test dans lesquelles il y a des tests. Voilà, c'est tout. Comme le modèle de données privées en Rust est un peu différent, les tests ont accès aux données privées. Ça, c'est vachement précieux. Ça évite d'avoir toutes sortes de hacks, genre des friends, des trucs comme ça quand c'est plus. Les tests d'intégration, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il y a une commande unifiée pour lancer tous les tests. PropTest est une très bonne bibliothèque si vous faites du property based testing aussi. Les benchmarks, il y a Criterion qui va vous permettre, avec très peu de code, d'obtenir des rapports HTML très complets sur les résultats d'exécution avec des tests à différentes tailles, des, euh, des mesures de critères statistiques robustes au bruit, etc. Donc du coup, on part sur des bonnes bases, on évite de faire des erreurs de débutants du genre faire des benchmarks sans préchauffage. Si vous avez déjà dû distribuer des exécutables binaires, notamment sous Linux, vous apprécierez aussi beaucoup le fait qu'il y a un outil pour ça, que vous pouvez mettre dans votre CI et qui génère automatiquement des binaires qui marcheront même sur les distributions Linux qui ont des versions de libc préhistoriques. Et donc pour conclure, presque, bah, finalement, Rust, comme Julia, s'attaque au problème à deux langages. Donc qu'est-ce que c'est le problème à deux langages? C'est l'idée que très souvent, en calcul numérique de nos jours, on se retrouve à jongler entre deux langages. Un langage qui est assez accessible, les gens peuvent s'y mettre facilement. C'est assez intuitif, mais les performances sont pourries et le système de type n'est pas adapté à des gros projets. Dès qu'on essaie de faire un truc un peu gros, on se retrouve emmêlé dans des fonctions non typées où c'est le bordel. Et de l'autre côté, on a un langage réservé aux experts dans lequel on écrit les gros trucs, mais voilà, il est absolument impénétrable en termes d'ergonomie, c'est inutilisable, j'ai envie de dire. Mais par contre, voilà, les perfs et le système de type, eux, sont bons. Et le fait de jongler avec deux langages, ça a pas mal d'inconvénients. Déjà, ça veut dire que on va souvent se retrouver à commencer dans le langage accessible parce que c'est plus simple et après devoir réécrire dans un autre langage plus tard, avec parfois quelques errances sur des solutions intermédiaires qui marchent pas bien. On va aussi se retrouver avec des sous-communautés en fait dans le projet de gens qui manient bien un langage mais pas l'autre, avec des échanges très compliqués entre ces deux sous-communautés. Et comme les interfaces entre deux langages de programmation, c'est compliqué, on va se retrouver avec des problèmes de performance et de complexité à cet endroit-là. Du coup, les gens vont chercher à éviter les interfaces en réécrivant leur programme de façon à passer le moins possible par l'interface, et ça fait du code dégueulasse. Un peu comme une appli NumPy typique. Le Graal, ce serait d'avoir un langage unique qui serait adapté pour tous les aspects d'un gros projet de calcul. Et donc, le Graal, les gens tentent de l'approcher de différentes façons. Julia tente de partir de Python et d'améliorer les performances du système de type pour le rendre plus adapté à des gros projets de calcul. Et moi, ce que j'essaie de défendre, c'est que peut-être que Rust, en fait, c'est le chemin inverse finalement. On part de C++ et on essaye d'en faire un langage qui est assez ergonomique pour que les gens puissent l'utiliser sans être forcément experts de la programmation et même aient envie de l'utiliser. Et c'est pas fou, je veux dire, comme affirmation. On a plein de développeurs Rust qui sont des développeurs Python, JavaScript, qui sont venus de ces langages-là et qui restent et qui sont contents, quoi, qui font plein de trucs.
Du coup, voilà, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que même si c'est pas parfaitement mature, le langage Rust et ses bibliothèques, ça permet déjà aujourd'hui d'aller très loin en calcul. Que la principale chose qui manque aujourd'hui, c'est pas des ajouts au langage, en fait, c'est des contributeurs motivés pour aider à étoffer l'écosystème de bibliothèques et résoudre les derniers points bloquants. Et ma question, du coup, après pour vous, c'est est-ce que vous allez arrêter de vous faire du mal avec C++ et Python et plutôt aller contribuer à cette magnifique carcinisation, transformation en crabe, processus évolutif normal. Je vous remercie de votre attention. Ok, merci Adrien pour cette présentation. Alors oui, il y a des questions. Alors on va prendre les questions. Ah non, il y a juste des merci. Bon bah ok, et bah c'est pas grave. Je vais poser des questions le temps que le temps que nos chers participants aient des idées. Au tout début, quand tu parles d'itérateur, enfin, Oui. j'imagine tes itérateurs, ils allouent pas, ils font que se balader sur les données, mais du coup, tes ranges, ils allouent de la mémoire ou ils se débrouillent sans? Comment ça marche? En fait, donc ça marche avec une combinaison de deux traits qui sont into itérateur et itérateur. Mhm. Euh, un itérateur à la base en Rust, c'est juste un objet qui a une méthode next qui retourne un nouvel élément, ou pas d'élément si tu es arrivé à la fin de l'itération. Là, tu en as l'exemple dans cette version on dit desugared en anglais de la boucle. Mhm. Et donc l'idée c'est que bah, ici par exemple mon range c'est un truc que je peux transformer en itérateur. En fait là j'ai un peu triché, c'est déjà un itérateur, mais je voulais transformer en itérateur comme je fais avec le reste pour que ce soit homogène. Mhm. Mais donc l'idée c'est que un range c'est juste un point de départ, un point d'arrivée Ouais, donc du coup, tu t'es pas avec quelques obligé méthodes. d'allouer. Ouais, ça c'est bien. Et donc quand on fait into iter, ça génère derrière un itérateur qui va lui aussi en fait être un point de départ et un point d'arrivée, mais où quand on fait next, ça avance le point de départ Mhm. Ok. et ça retourne l'ancien point de départ. Ok. Et quand on fait des choses comme ça, en fait, il n'y a aucune allocation intermédiaire, c'est un peu comme des décorateurs, quoi. On rajoute un wrapper par-dessus l'ancienne méthode next qui appelle la méthode next et qui fait d'autres trucs par-dessus. Quand tu parles de zip, il y a un truc qui est un peu ballot. Pourquoi tu appelles plusieurs fois zip? On peut pas passer plusieurs paramètres à zip? Alors, il y a une bibliothèque qui s'appelle IterTools qui fournit un zip à plusieurs éléments, mais c'est pas un bibliothèque standard. Et Ah, c'est une de c'est mes grandes ballot. tristesses dans la vie. Ah, il y a de quoi être triste, effectivement. Il y a vraiment de quoi être triste. Bah tiens, en plus, tu es sur la bonne slide, ça tombe bien, on va continuer, parce qu'il n'y a toujours pas de questions, donc c'est parti. Là, quand tu parles de FMA, ça m'embête un peu de te voir appeler un mulad à la main pour faire un FMA. Enfin, tu peux le faire des FMA de manière classique, X fois Y plus quelque chose, ou... Oui, mais comme le compilateur sous-jacent c'est LLVM, et que LLVM est très pointilleux sur la reproductibilité numérique, il ne fera pas la transformation de x fois y plus z à FMA. Mais bah, c'est ballot, ça, on peut pas lui demander gentiment. Alors il y a peut-être une option LLVM obscure que tu peux passer pour la compilation pour qu'il le fasse, mais bon, personnellement je trouve ça pas si terrible de faire les FMA à la main, quoi, donc j'ai pas été chercher plus que ça. Bah, là, en fait, tu as un calcul qui est ultra simple, mais dès que tu commences à faire, bah, même rien que la réaction de Gray-Scott, tu peux quand même en avoir pas mal, et c'est vrai que devoir tous les expliciter, ça peut être très vite très lourd, quoi, en fait. Donc, il y a Damien qui nous demande, des initiatives de type Cocos existent-elles en Rust? Bah, ça dépend ce que tu veux de Cocos, mais pour moi, tel que je l'ai présenté, pour l'instant, ce qui se rapproche le plus d'un framework de calcul GPU haut niveau, c'est KRNL, mais c'est assez jeune. Alors KRNL, je peux vous donner un exemple. Alors, hop, je vais dans kernel. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc du coup, on définit des fonctions kernel GPU qui peuvent appeler d'autres fonctions derrière après, mais où on a des annotations qui permettent de dire si on itère par élément ou si on récupère un buffer entier. Et puis on peut derrière après faire voilà, je construis un builder qui est à partir de mon kernel. Je passe un device en paramètre et puis je dispatch. Et donc ça fait quelque chose qui est plus haut niveau que le Vulkan de base qui, comme je vous l'ai montré, est un peu sauvage.
Il y Je a suis pas sûr que un truc analogue à ce que fait Cocos, où tu as vraiment plusieurs backends différents, ce soit désirable. Pour les raisons que j'ai dit. D'une part, pour moi, toute solution de portabilité entre CPU et GPU tend à produire une grosse usine à gaz où l'API est dégueulasse et les performances sont pas forcément au rendez-vous, ou du moins on doit passer des heures à se battre avec le framework pour qu'elle soit au rendez-vous. Et, euh, et si on est parti pour écrire du code CPU et GPU différent, finalement, est-ce qu'on a besoin que ce soit la même bibliothèque pour les deux, quoi? Oui, si tu restes en quelque chose comme bas niveau, parce qu'après tu pourrais dire, moi je fais des calculs, j'ai un produit de matrice, j'appelle un produit de matrice, peu importe quelle Oui, bibliothèque voilà, derrière, on après, s'en fout. si t'es Mais sur si une tu veux opération haut écrire un niveau, voilà, kernel, tu peux c'est utiliser différentes compliqué, ouais. implémentations. Mais au niveau, il n'y a pas de problème. Mais à bas niveau, ouais, je Ouais, suis à pas bas très niveau, c'est convaincu pour compliqué, l'instant par ouais. ces solutions. Laurent qui nous demande, est-ce que Librairie CMD anticipe le risque V avec vecteur? Cela semble très Alors, orienté x86. ça, alors c'est pas 686, hein, sous ARM, vous pouvez utiliser Néon, sous IBM, vous pouvez utiliser Altivec. Quasiment en fait tous les jeux d'instruction SIMD historiques fonctionnent avec des vecteurs de taille fixe. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que au niveau des optimisations de compilateurs, c'est beaucoup mieux. En fait, quand vous utilisez des choses comme les extensions vectorielles de RISC-V ou SVE chez ARM, vous forcez votre compilateur à manipuler des objets de taille variable sur la pile, ce qui veut dire que le compilateur ne sait plus comment la pile est organisée, et donc tout le code de manipulation de la pile qui est généré au sein du programme devient très sous-optimal. Néanmoins, bon bah maintenant que les fabricants de matériel nous ont mis ça sur les bras, il va bien falloir qu'on le fasse, hein. Et donc du coup, il y a des gens qui sont en train de s'occuper de mettre en place ce qu'il faut pour avoir des jeux d'instructions vectorielles comme SVE en Rust. Ok. Bah tiens, bah, je vais continuer, comme il n'y a plus de questions. Quand tu nous parles de rayon, donc le TBB de Rust, Ouais. tu changes tes itérateurs pour avoir des itérateurs parallèles. Tu as des moyens simples de changer d'itérateur quand tu fais ton implémentation? Parce que là, tu l'explicites à chaque fois, mais tu pourrais passer un type itérateur et dire, bon, bah là, c'est un itérateur scalaire et là, il devient parallèle parce que ça m'arrange, que tout, plutôt que tout expliciter à chaque fois. Une couche, tu pourrais la faire, cette couche, mais ah non, tu pourrais pas, parce que l'API est pas tout à fait la même. Regarde par Ah exemple le là fold là. ici. Ah oui, tu t'as dit, ouais, tu passes une fonction, l'autre, tu passes un scalaire. Voilà. Ah là là. Mais du coup, comment tu fais pour être souple? Bon, franchement, vu la taille que c'est, tu peux faire les deux Oui, versions, hein, mais mais d'accord, mais les gens, ils vont pas faire des calculs avec des produits de matrice et des produits d'Adamar. Enfin, c'est pas oui, que mais ça. est-ce que Même en si dehors c'est des très codes important, les produits pédagogiques, d'Adamar, mais il n'y a pas que est-ce ça. que en dehors des codes pédagogiques, tu as souvent besoin d'une version scalaire et d'une version parallèle distincte, où la version scalaire, c'est pas juste la version parallèle avec un thread? Moi, j'ai déjà eu Euh, besoin de faire ça dans des cours. Mais en dehors de cours, je veux dire, bon, je fais la version parallèle et après, ça marche aussi en scalaire, quoi. Oui, mais après, ouais, mais du coup. Alors, il y a un prix à payer, effectivement, qui est ça. Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est un peu ballot quand même. Mais après, le truc, c'est quoi? Quand tu commences, t'as vraiment très très peu d'éléments au début. Donc le fait de ne pas pouvoir l'amortir, quand même coûter un thread, ça coûte un peu, même si ça coûte pas si cher que ça coûte quand même quelque chose, quoi. Bah, Donc, en fait, ouais, ce que tu vois quand tu vois une ligne sur un graphe de throughput versus taille d'entrée comme ça, ce que tu vois, c'est un coût fixe, en fait. Ouais, bah c'est Et ça, ouais, c'est à peu près 5 tu. microsecondes le temps de lancer un job. Après, une fois qu'il est parti, le job, il peut aller vite, mais Alors, Kamajin qui nous demande, est-ce que l'argument avancé par rapport à Coco, c'est équivalent pour StarPU? Équivalent pour la gestion d'un graphe de tâches en Rust? alors, pour moi, StarPU, bon, on peut l'utiliser pour faire des choses comme Cocos en local sur un nœud ou de la portabilité CPU-GPU, mais le principal intérêt de StarPU, c'est que c'est un système distribué. Et que donc ça gère la distribution entre différents nœuds, qui est un aspect assez complexe. Comme je l'ai dit, le distribué en Rust, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je serais assez intéressé par voir des gens motivés pour développer un truc analogue d'ordonnancement distribué côté Rust, sur du HPX, du StarPU. À l'heure actuelle, il n'y a pas. Et ça me semble pas déconnant. Voilà, autant Cocos, je suis pas très convaincu, et ses cousins comme Alpaca, parce que je trouve qu'à la base, l'idée d'écrire un même code kernel sur CPU et GPU, elle est pas très bonne. Autant StarPU comme moyen de gérer des tâches distribuées sur différents nœuds avec des mélanges de CPU, GPU qui s'adaptent à la charge de chaque matériel, ça me semble pas déconnant et ce serait bien que quelqu'un s'y colle. Bah tiens, j'avais une question par rapport au NDRA aussi, parce que là, tu as encore des itérateurs différents. Est-ce que tu peux les mélanger facilement avec les itérateurs de la bibliothèque standard ou il y a Donc encore ça, des voilà, choses à je t'ai faire? montré. Ouais. Il a son API itération à lui par défaut, qui est un peu plus joli.
mais tu peux faire des itérateurs. Alors en fait, la petite arnaque, c'est que NDArray, la plupart des méthodes, genre rows, des choses comme ça, vont pas te donner un itérateur, elles vont te donner un itérateur maison de NDArray qui s'appelle un producer. Et donc du Ah, coup, ce que ça fait, c'est que quand tu as un producer, tu peux obtenir un itérateur en faisant into iter dessus, mais de base, un producer est pas un itérateur, et ça c'est chiant. ouais. Ouais, Donc mais après, je sais ça, pas, s'il y a une demande, ils vont peut-être améliorer ça aussi. Enfin, mais donc ça, voilà, si je voulais le réécrire avec l'API explicite, ce serait out.rowsmute.intoIter.zip x.rows.intoIter. Donc c'est pas non plus la mer à boire, mais c'est un peu plus chiant. ouais, c'est la bibliothèque qui te rappelle que tu n'utilises pas le standard et que tu utilises une bibliothèque spécifique et du Mm. coup, ouais, tu as des trucs à faire en plus. À Ok. mon avis, le truc qui fera que ce genre de prolifération d'itérateurs va se calmer un peu, c'est le jour où il y aura la spécialisation. Ça, pour le coup, c'est un manque du langage pour l'instant. Ça, On peut ça pas. arrivera à un moment ou... Bah, ça devrait arriver à un moment, mais en fait, c'est assez compliqué parce que il y a un compromis entre, comment dire, quand tu génères du code générique en Rust, c'est comme en C++, tu vas générer une copie du code par instance du code générique Ouais. quand c'est des types en paramètres. Mais en Rust, t'as pas que les types, t'as aussi la notion de lifetime pour les trucs qui travaillent sur des références. C'est ce qui permet de faire la vérification des accès mémoire à la compilation. Mhm. T'as pas envie de générer une copie du code générique par lifetime. Ça exploserait complètement les coûts de compilation. Et donc, du coup, dans le processus de compilation, il y a un processus d'effacement des lifetimes à un moment où tu génères du code générique sans lifetime. Et le problème, c'est que cette info de lifetime, elle est quand même importante pour éviter les erreurs mémoire. Et donc, il faut pas autoriser certaines formes de spécialisation qui peuvent générer des erreurs mémoire du fait que le code générique, à un moment en processus de compilation, n'a pas de lifetime. Donc voilà, pour des raisons techniques compliquées, ça fait très longtemps que c'est sur la table et que d'ailleurs c'est disponible de façon non stable et que la bibliothèque standard l'utilise. Mais les gens veulent pas le stabiliser tant que c'est trivial de gérer des erreurs mémoire avec. Et c'est tout à fait normal. Ok. Et donc, faut trouver la solution à ce problème. C'est un problème rigolo de compilation et de théorie des types. Et du coup, je continue. Ouais, dans ta présentation, il y a un moment, tu as râlé. Bon, tu as beaucoup râlé, mais t'as râlé que c'est vrai que dans la plupart des cours, quand on parle de calcul, on parle pas d'ETS, on parle pas de développement, on parle pas de doc, on parle pas de ce genre de choses. On en a parlé un petit peu à l'école l'année dernière, mais on n'avait pas beaucoup de temps parce on avait que 4 jours. Là, cette année, on va mettre un peu plus le paquet. Donc, je tiens à rassurer tout le monde. Alors, ça sera pas le cœur de l'école, hein, mais il y a Sébastien qui va faire justement un séminaire là-dessus et un petit cours interactif aussi sur le développement, sur les tests, sur la philosophie derrière ça. Donc, voilà, on va pas vous abandonner. Donc voilà, normalement, vous apprendrez aussi des choses là-dessus aussi pour l'école. Et oui, tiens, un autre truc où tu as râlé. euh, Toutes les docs ne sont pas effroyables parce que la doc de Qt existe et rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà. Bon, après, j'ai pas d'exemple extraordinaire à part Qt, hein, mais bon. Et disons que, encore une fois, quelqu'un qui est motivé pourra écrire une doc raisonnable avec n'importe quel outil. Moi, ce que j'observe, c'est que comme les outils sont meilleurs, il y a une plus grande proportion de bonnes docs actuellement dans les bibliothèques Rust, quoi. Oui, oui. Bah après, le truc, c'est, enfin, t'as forcément un biais parce que comme c'est des gens qui déjà essaient de faire les choses bien dès le départ, quand tu fais les choses bien, t'as une doc. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc c'est plus naturel quand tu essayes de faire les choses de manière carrée que tu une doc, quel que soit le langage en fait. Donc Mais là, pour c'est sûr moi, qu'on t'aide. Donc si tu as plus de réticence, tu vas plutôt le faire, alors qu'autrement tu le ferais pas. Mais comme là, il y a beaucoup de gens expérimentés qui utilisent Rust, le fait de faire de la doc, c'est assez naturel. Mais bon, c'est un plus indéniable hein, pour le coup. Rien que pour parser les arguments à un programme, vraiment. Je suis désolé, mais rien que ça, c'est merveilleux. C'est la galère que c'est. Pour le coup, ça, tu l'écris une seule fois en C++, et plus jamais t'y touches parce que c'est insupportable. Le coup du pointeur de char étoile étoile, là, c'est vraiment, vraiment, c'est très moche. et puis derrière, parser du texte, c'est chiant, faut bien le dire. Ah bah de toute façon, oui, parser du texte, bah, surtout quand tu fais du calcul, parser du texte, c'est chiant. Et puis ouais, le tout dernier truc que j'avais, c'est vrai que tu as donné l'exemple de NumPy.
en termes de trucs effroyables faits, en termes d'interface, c'est vraiment moche de prendre cet exemple-là, hein. C'est vraiment, je crois que c'est un des pires. C'est Ah ouais. vraiment. Disons, Si un NumPy en jour. lui-même est pas horrible, même si sa doc est pourrie. Ah non, mais l'interface en Python, c'est bien, mais dès que tu regardes sous le capot, que tu veux faire un wrapper ou Mais des dès que choses tu comme veux ça, faire de la c'est effroyable. performance ou que Derrière, c'est tu veux effroyable. binder, oui, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est absolument effroyable, hein. Si un jour vous voulez vous faire peur, regardez ce qui se passe sous le capot de Et NumPy, vous allez voir. je veux dire, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec les gens du Julia qu'ils sont sur un truc quand ils disent c'est chiant d'avoir des applis à deux langages, ce serait bien si on avait qu'un, quoi. Oui. Bah, surtout qu'en plus, là, quand tu wrappes du Python en C ou du Python en C++, en fait, tu passes 1000 ans à dire, alors, est-ce que les paramètres qu'on va passer, ils sont pas débiles? Est-ce que c'est cohérent? Et en fait, au bout de 30 lignes, tu appelles une ligne du truc que toi, tu veux appeler, mais tout le reste, c'est de la Puis vérification, en fait. derrière, tu as des Donc, problèmes bon. plus fondamentaux du genre la gestion de mémoire. Oui. Quand tu passes une allocation de Python à C++, quand est-ce que C++ peut la libérer? Oui, ça, c'est problématique aussi, hein. Mais en même temps, le problème de Python, c'est qu'il sait pas gérer sa mémoire. Donc, c'est sûr Mais que. ça, c'est commun à globalement tous les langages qui ont des ramasse-miettes sont chiants à interfacer pour cette raison. Hmm. Mais c'est aussi un truc qu'on va retrouver après avec le GPU, par exemple. La gestion du temps de vie des tampons utilisés en GPU, c'est aussi assez compliqué pour cette raison. Oui, ça, c'est vrai que là, t'es allé quand même assez vite sur Vulkan. Je pense que c'est pour pas pour faire peur à personne. Puis aussi Mais, parce qu'il est euh, déjà 11h30, hein. mais c'est vrai que c'est déjà 11h30, du coup, on va s'arrêter. Je vais profiter qu'il y a plus de questions pour qu'on s'arrête. Mais c'est vrai que dans Vulkan, que ça soit en Rust ou en C++ ou ce que tu veux, quand tu prends l'interface, enfin, quand tu builds tout ton Vulkan de zéro, t'as une quantité de structures à renseigner qui est juste dingue. Enfin, vraiment, c'est sûr que tu vois tout, hein. Mais c'est vrai que 3 heures pour afficher un triangle, c'est quand même beaucoup, hein. Mm. Mais par contre, à la fin, c'est vrai qu'on a On a la une main sur tout. vision extrêmement fine de ce qui se passe et pour le coup, c'est puissant pour faire des optimisations. Mais c'est vrai que le réflexe qu'on a, c'est de tout planquer sous le tapis et se dire plus jamais au secours. Et Finalement, je veux dire, OpenGL, c'était pas si difficile que ça. Mais bon. Bon, bah, je vais profiter du fait qu'il n'y a plus de questions dans le chat et que c'est déjà 11h30 pour te remercier encore une fois de nous avoir fait ce webinaire. Donc, bon, pendant l'école, on aura l'occasion de plus justement pratiquer tout ça, hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va vite, hein, dans ces cas-là. Et sur ce, eh ben, merci à tous et à la prochaine.